Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains films sur le Vietnam disparaissent après leur sortie? Le Pentagone bloque ou enterre plus de films sur la guerre qu'on ne le croit. Un réalisateur a même reçu des menaces de groupes de vétérans. D'autres images d'un autre film étaient si perturbantes que l'armée a exigé leur destruction. Plongeons dans les films du Vietnam les plus controversés que des puissances ont tenté de vous empêcher de voir à l'écran. Numéro 15, Tigerland 2000. Le drame brutal du bootcamp de Joel Schumacher marque une renaissance de sa carrière après ses échecs de Batman tournés pour seulement 10 millions de dollars sur une pellicule granuleuse en 16 mm. Tigerland suit la jeune recrue rebelle Roland Bose alors qu'il traverse les dernières semaines d'entraînement infernal avant le déploiement au Vietnam. L'armée a détesté ce film car il montrait des instructeurs d'entraînement comme des monstres brisant l'esprit des hommes avant leur mort en Asie du Sud-Est. Fox a enterré ce film dans 5 salles seulement à travers tout le pays. Le studio invoqua des problèmes de marketing, mais des sources ont révélé que la pression militaire avait joué un rôle malgré la censure. Tigerland a lancé la carrière hollywoodienne de Colin Farrell. Roger Ebert l'a qualifié comme l'une des représentations les plus réalistes de l'entraînement militaire, tandis que le vétéran de l'armée et critique David Manning dit que cela touche trop près de chez soi, ce qui s'est passé au Fort Polk. La scène la plus choquante montre un instructeur forçant un soldat à manger des mégots de cigarettes jusqu'à ce qu'il vomisse d'anciens stagiaires du monde réel. L'installation Tigerland a confirmé des incidents similaires. Plus tard, Schumacher a révélé lors d'entretiens. 3 anciens instructeurs ont menacé d'engager des poursuites, forçant des changements du scénario à la dernière minute. Le Pentagone a nié toute implication et aucune base militaire n'a autorisé le tournage sur place. Numéro 14, victime de la guerre. En 1989, l'histoire vraie et bouleversante de Brian De Palma suit le soldat privé Max Erickson dans ses tentatives désespérées d'obtenir justice après que son escouade a enlevé, violé et tué une jeune fille vietnamienne d'un village. Basé sur un véritable incident de 1966, enquêté par le journaliste Daniel Lang, le film a déclenché une immense controverse lorsque plusieurs groupes de vétérans l'ont condamné comme propagande en faveur de crimes de guerre avant même sa sortie. Michael J. Fox a vraiment risqué son image grand public pour jouer Erickson. Penn livrait une prestation terrifiante en chef d'escouade. De Palmer a lutté contre les intrusions. Columbia exigeait plus de 30 minutes de coupe pour limiter la violence. Le Pentagone a vraiment refusé toute coopération, forçant la production à tourner en Thaïlande sans matériel militaire. Le marketing initial du film a mystérieusement disparu 2 semaines avant sa sortie. Des panneaux ont été retirés, des spots TV annulés. De Palma a ensuite affirmé que des consultants avaient fait pression sur Columbia pour faire disparaître le problème. Le vétéran du Vietnam Tim Duffy a confirmé, disant que Hollywood voulait enterrer ces histoires car elles montraient le côté sombre de ce qui s'était passé au Nam. Malgré des critiques élogieuses, le film a disparu des salles après seulement 2 semaines, rapportant seulement 18,7 millions de dollars sur un budget de 22 millions. Numéro 13, allez dire aux Spartiates. 1978, ce joyau oublié met Burt Lancaster dans le rôle d'un major épuisé, commandant une mission consultative vouée à l'échec, en 1964, au Vietnam. Avant que l'Amérique ne s'engage pleinement dans la guerre, le réalisateur Ted Post a hypothéqué sa maison pour finir le film après des pressions militaires qui effrayaient les investisseurs. Une fois terminé, aucun grand studio ne distribuerait le film, forçant une sortie indépendante qui atteignit moins de 200 salles à travers le pays. Lancaster livra la prestation de sa carrière, incarnant un soldat qui voit l'échec inévitable de l'intervention américaine bien avant que le Pentagone n'admette l'échec. Le dialogue prophétique du film sur des guerres sans issue et la rage, avec des responsables militaires, dont un officiel du Pentagone l'aurait qualifié de propagande défaitiste au pire moment possible. La production a été confrontée à des accidents mystérieux pendant le tournage, notamment des pannes d'équipement et des révocations de permis de tournage. Le directeur de la photographie, Harry Stradling Jr., plus tard, on a affirmé que des agents du gouvernement avaient interrogé les membres de l'équipage sur le contenu du film. Bien qu'il ait remporté le Grand Prix du Festival du film de Seattle en 1978, les réseaux de télévision ont à plusieurs reprises rejeté la publicité pour le film. Le critique Vincent Camby l'a qualifié de film vietnamien le plus honnête que personne n'ait vu, tandis que National Review l'a qualifié de révisionniste dangereux.
Lorsque Lancaster a tenté de faire don de copies de films aux archives cinématographiques en 1987, plusieurs d'entre elles ont mystérieusement disparu pendant le transport numéro 12, Winter Soldier, 1972. Ce documentaire pourrait être le film vietnamien le plus activement réprimé jamais réalisé. Il retrace l'enquête Winter Soldier de 1971 où 105 vétérans du Vietnam, y compris le futur secrétaire d'État John Kerry, ont témoigné des atrocités qu'ils ont vues ou commises pendant la guerre. Le film a disparu près de 30 ans et des rumeurs disent beau que des agences gouvernementales auraient acheté et détruit des princes, tournés en 16 mm par des cinéastes indépendants. Le soldat d'hiver donne des témoignages sur des massacres civils, la torture et les crimes de guerre qui contredisent les récits militaires officiels. Les chaînes de télévision ont unanimement refusé sa diffusion. Les théâtres l'ont refusé, les festivals l'ont retiré. Le documentaire refait surface en 2005, pendant la campagne de Kerry, provoquant des attaques des militaires et des vétérans qui soutenaient que les témoignages étaient fabriqués. Productrice Barbara Koppel a révélé que plusieurs participants avaient reçu des appels menaçants et que leurs dossiers militaires avaient été consultés illégalement. Un vétéran du film, Scott Camille, a été visé ensuite par un complot d'assassinat du FBI nommé COINTELPRO. L'historien Howard Zinn l'a qualifié de document le plus important de l'époque du Vietnam, tandis que le Pentagone le rejeta comme propagande sans fondement, malgré des documents déclassifiés et de nombreux incidents. Le film The Boys in Company, c'est 1978, sorti avant Voyage au bout de l'enfer. Ce drame sur le Vietnam suit 5 Marines depuis l'entraînement jusqu'à leur mission au Vietnam. Le réalisateur Sidney Furie a tourné le film aux Philippines après que le ministère de la Défense eut refusé son soutien, affirmant que le script montrait les forces américaines dans une image fausse et démoralisante. Le film a suscité une controverse par sa représentation sans concession des tirs amis et de l'usage de drogue chez les soldats, ainsi que d'officiers corrompus organisant des matchs truqués pendant que des soldats mouraient. Plus tard, Stan Shaw révéla que des conseillers militaires avaient déjà quitté le tournage après lecture de scènes montrant des officiers sacrifiant des hommes pour augmenter les pertes. Columbia Pictures avait promis une diffusion large, mais a restreint sa sortie à des marchés régionaux. Cela a poussé Fury à accuser le studio d'avoir cédé à la pression du pouvoir. La scène polémique montre des soldats américains tuer des civils vietnamiens, puis les qualifier d'ennemis combattants. Quand des groupes de vétérans dénoncèrent cela comme propagande, le journaliste Peter Annett confirma des incidents similaires, même s'il avait remporté le prix du meilleur film étranger au Kinema Junpo. Le film disparut des salles américaines en 3 semaines, n'y trouva pas son public. Plus tard, par vidéo à domicile, l'historien militaire Leonard Wong avoua en 2003. Des films comme Boys and Company. Voyez-les, ils ont été délibérément marginalisés parce qu'ils contredisaient les récits officiels sur le comportement au Vietnam. Numéro 10, Hearts and Minds. En 1974, le documentaire oscarisé de Peter Davis a délivré une critique si dévastatrice de la guerre du Vietnam que Columbia Pictures a d'abord refusé de le diffuser. Le film oppose déclaration officielle du gouvernement et images de combat, révélant le fossé entre la propagande du Pentagone et la réalité. Lorsque Columbia l'a sorti après des batailles légales, les exploitants signalèrent vraiment des protestataires perturbant les projections. La séquence la plus controversée du documentaire montre Westmoreland affirmant que l'oriental n'attache pas la même valeur à la vie, suivie d'images de parents pleurant sur les cercueils. Westmoreland a tenté une action en diffamation, mais il retira l'affaire quand les notations de production prouvaient que sa citation n'était pas manipulée. Aux Oscars de 1975, Bert Schneider lut un télégramme du Viet Cong pendant son discours, provoquant l'indignation. Frank Sinatra, l'hôte de l'émission et ardent partisan de l'armée. Plus tard, lisez un avertissement désavouant les propos de Schneider. L'équipe du film signale des cambriolages dans leurs bureaux et du matériel de production volé. Des documents déclassifiés ont confirmé que la CIA surveillait les cinéastes comme des subversifs. Roger Ebert l'a qualifié du documentaire le plus puissant sur le Vietnam. Des publications pro-armées le dénonçaient comme cinématographique, traîtrise et propagande ennemie. Numéro 9, Coming Home, 1978.
le drame controversé de Jane Fonda sur la relation entre un vétéran du Vietnam paralysé et l'épouse du capitaine des Marines déployé. Le film a remporté 3 Oscars, mais a suscité un vif retentissement dans les communautés militaires. Le réalisateur Al Ashby a reçu tant de menaces de mort pendant le tournage que Universal a engagé une sécurité privée pour le casting et l'équipe. La représentation sans concession du suicide des vétérans et du trouble de stress post-traumatique et de l'activisme anti-guerre a fait du film une cible pour des boycotts. La prestation de Jon Voight dans le rôle du vétéran paraplégique est notable. Luke a reçu des éloges universels, mais le discours final de son personnage est marquant. Condamner les chefs militaires comme criminels a déclenché des protestations devant les cinémas. Des responsables du Pentagone auraient pressé Universal de couper la scène, menaçant de retirer leur coopération pour des projets du studio. L'élément controversé n'était pas à l'écran. L'activisme anti-guerre de Fonda avait valu le surnom Hanoi Jane. Coming Home est devenu un sujet de colère chez les vétérans. Les théâtres et villes militaires ont été vandalisés pour l'avoir diffusé. Un cinéma de San Diego signale sièges cassés et toilettes détruites après projection. Malgré les Oscars pour Fonda et Voight, le film fut retiré de nombreuses salles pour des raisons de sécurité. L'historien militaire William Hammond a dit que des responsables du département de la Défense déconseillaient aux soldats de voir le film, craignant d'altérer le moral et le recrutement. Numéro 8, Apocalypse Now, 1969. Le voyage cauchemardesque en amont de Coppola se dresse comme la vision vietnamienne la plus fiévreuse du cinéma. Mais peu savent que le Pentagone a activement sapé la production. Après avoir lu le scénario, lorsque Coppola demanda des hélicoptères militaires, le département de la Défense réclama des droits d'approbation du scénario. Coppola refusa, l'obligeant à négocier avec le dictateur philippin Ferdinand Marcos, qui retirait à plusieurs reprises des avions en plein tournage pour affronter de véritables insurgés. La production est chaotique comme la guerre. Martin Sheen a eu une crise cardiaque, des typhons ont détruit les décors, Coppola menaça de se suicider tout en plaçant son argent dans un budget qui dérape. Des responsables militaires, mécontents des opérations hors la loi et d'un effondrement psychologique, auraient pressé les distributeurs pour limiter sa diffusion. La séquence la plus choquante du film. La scène du pont d'Olong montre des soldats américains qui se battent sans la direction ni le but des commandants. Quand des associations de vétérans affirmèrent que cela déformait les opérations militaires, plusieurs soldats anonymes se manifestèrent, confirmant des expériences similaires, malgré le fait que le film ait remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes et ait obtenu 8 nominations aux Oscars. Apocalypse Now a subi des boycotts par des groupements militaires. Biskin a révélé que des responsables de la défense ont tenté d'influencer les votants de l'Académie. Coppola a affirmé que des agences gouvernementales avaient mis sur écoute ses téléphones lors du montage. Affirmation partielle confirmée par des documents du FBI publiés des décennies plus tard. 7e peloton, 1986. Le chef-d'œuvre autobiographique d'Oliver Stone sur le Vietnam a brisé les mythes militaires en montrant des soldats américains qui s'affrontent entre eux et l'ennemi. Le Pentagone refusa toute coopération après le scénario Stone. La production dut employer du matériel philippin. Lorsque Platoon a balayé les Oscars, des responsables fulminèrent en privé pendant que le recrutement chutait. Le portrait de Stone des atrocités américaines contre des civils vietnamiens, la drogue en hausse et le meurtre d'officiers par leurs propres hommes. Face à une direction militaire enragée, plusieurs salles sur des bases ont interdit le film. Stone a ensuite révélé que plusieurs anciens combattants consultés pour le film ont reçu des appels menaçants, les avertissant d'arrêter d'aider l'ennemi. La scène du film montre des soldats américains brûlant un village et menaçant d'exécuter un enfant. Quand des groupes de vétérans affirment cela, plusieurs anciens fantassins ont confirmé des incidents similaires. Le film a rapporté 138 millions de dollars et remporté 4 Oscars, dont le meilleur film. Des documents du Pentagone ont révélé des discussions internes visant à contrer le récit du peloton en présentant des représentations plus favorables du Vietnam. L'historien militaire James Wilbanks, qui a ensuite admis que le récit du peloton avait terrifié les dirigeants militaires puisqu'il provenait de l'un des leurs, un vétéran décoré, racontant des vérités qu'il ne pouvait pas facilement contester.
Numéro 6, né le 4 juillet 1989. La deuxième épopée vietnamienne d'Oliver Stone suit le parcours de Ron Kao, passant de marine patriotique à activiste anti-guerre paralysé. Lorsque Universal a recherché une coopération militaire, des responsables du Pentagone ont exigé des modifications du scénario pour des scènes montrant des soins négligents dans les hôpitaux des anciens combattants et le suicide des anciens combattants. Stone a refusé de filmer aux Philippines et à Dallas. Au lieu de cela, l'administration des anciens combattants aurait prétendument averti les hôpitaux contre le tournage dans leurs locaux. Tom Cruise a livré sa performance la plus puissante dans le rôle de Kovic, montrant son déclin physique et psychologique. Après être rentré chez lui avec une blessure à la colonne vertébrale, la représentation sans concession des conditions déplorables des hôpitaux des anciens combattants, VA, était sous-payée. La négligence du personnel envers des vétérans paralysés a déclenché des enquêtes du Congrès et des réformes de l'administration des anciens combattants après la sortie du film. La séquence la plus choquante montre Kovic et des vétérans blessés, détenus dans une installation des anciens combattants infestés de rats, forcés de rester dans leurs excréments par manque de personnel. Quand l'administration des anciens combattants a affirmé que ces scènes étaient exagérées, des vétérans du Vietnam ont témoigné d'expériences similaires. Malgré 8 nominations aux Oscars et le prix du meilleur réalisateur, le film a affronté des boycotts et des protestations. Des militaires ont bien exprimé en privé leur inquiétude sur l'impact du film sur le recrutement, des mémos qui révèlent des plans de contingence pour contrer la publicité. Le vrai Ron Kovic aurait reçu des menaces de mort après la sortie du film. Des anonymes l'accusaient de traître. Qui aurait dû mourir au Vietnam ? Numéro 5 de Deer Hunter, 1978, l'épopée bouleversante de Michael Eno sur la Pennsylvanie. Les sidérurgistes, changés à jamais par le Vietnam, ont suscité une controverse internationale avec leur séquence de roulettes russes. La suggestion du film selon laquelle les forces vietnamiennes utilisent cette méthode de torture contre les prisonniers de guerre américains choque beaucoup de monde. Malgré l'absence de preuves historiques, le vétéran du Vietnam Tim O'Brien l'a qualifié de mensonge qui aide les Américains à faire face à une guerre ingagnable. Robert De Niro, Christopher Walken et Meryl Streep ont offert des prestations saisissantes, mais la production du film a dû affronter des obstacles constants. Le Pentagone a nié toute coopération, forçant Sino à tourner en Thaïlande. Des groupes de réfugiés vietnamiens protestent en un sur le plateau de tournage, affirmant que le script les a déshumanisés. Le distributeur du film, Universal, a reçu des menaces de bombes à son siège. Après les premières projections, l'impact le plus controversé du film s'est fait sentir à l'international. L'Union soviétique et ses alliés se retirèrent des Oscars de 1969 pour protester, accusant Voyage au bout de l'enfer d'être une propagande impérialiste américaine. Ironiquement, les militants anti-guerre critiquaient le portrait des Vietnamiens, les militaires s'opposaient à la description des vétérans traumatisés, incapables de se réintégrer dans la société américaine. Bien que le film ait remporté 5 Oscars, dont le meilleur film, il fut interdit dans plusieurs pays et ne peut être diffusé légalement pour le public. Au Vietnam, l'historien David Thompson note que The Deer Hunter demeure controversé, car il crée une vérité émotionnelle par une fiction fondée sur les faits présentés à l'écran. Numéro 4, Full Metal Jacket, 1987. L'examen clinique de la déshumanisation dirigé par Stanley Kubrick a divisé le public par sa structure en 2 volets. Suivant le soldat Joker, du camp d'entraînement brutal jusqu'aux combats urbains chaotiques, Kubrick, vivant déjà en exil auto-imposé en Angleterre, n'a jamais recherché l'aide du Pentagone pour coopérer. Sachant que son portrait de l'entraînement militaire rencontrerait de la résistance, il transforma les usines à gaz abandonnées de Londres en ruines vietnamiennes, trompant même les spectateurs vétérans. Notre instructeur d'entraînement terrifiant de Lee Erie, basé sur son expérience au corps des Marines, a provoqué une controverse lorsque des formateurs militaires ont affirmé que l'image était exagérée. Plusieurs ex-recrues contestèrent cela, ce qui confirme que des techniques de rupture psychique similaires étaient scène courante. La première moitié du film montrait des vies privées, destruction psychique et meurtre-suicide qui a suivi. En effet, des responsables militaires très perturbés ont signalé des manifestants citant ces scènes. Le film est subversif. Il remet délibérément en question les codes du film de guerre lorsque les soldats entrent en combat. Pas d'héroïsme ni de but, seulement confusion et mort au hasard. Kubrick a reçu des menaces anonymes après sa sortie. Une lettre affirme qu'il a apporté aide et réconfort à l'ennemi.
Malgré un accueil critique favorable, le film a connu des résultats décevants aux États-Unis, cinéma militaire limitant sa diffusion. Des responsables du Pentagone ont exprimé en privé leur soulagement que ces résultats soient inférieurs à Platoon. Un mémo disait qu'il posait moins de risques pour le recrutement que prévu. Kubrick n'a jamais tourné d'autres films de guerre avant sa mort. Numéro 3, Hamburger Hill, 1987. Le film de John Irvine, reconstitution brute de la bataille de 10 jours sur Hill 937, pourrait être le plus fidèle sur le plan tactique parmi les films vietnamiens, mais il est presque passé inaperçu après sa sortie. Le titre renvoie à la sinistre plaisanterie selon laquelle l'assaut transforma les défenseurs de la colline en viande de hamburger et les forces américaines subissaient plus de 70% de pertes lors d'attaques non frontales répétées. Des responsables du Pentagone, préoccupés par la présentation du film de tactique douteuse, ont refusé toute coopération malgré la position pro-soldat du script. La distribution d'acteurs inconnus dont Dylan McDermott et Don Cheadle s'est entraînée auprès de vétérans du Vietnam pendant 2 semaines avant le tournage. Le réalisme de la production s'est avéré trop exigeant pour Paramount, qui aurait exigé des coupes dans des scènes montrant des soldats américains craquant sous le feu. Le réalisateur Irvine a refusé, entraînant une sortie limitée au cinéma qui s'est évanouie en quelques semaines, malgré de bonnes critiques. La scène la plus dévastatrice montre des assauts échoués sur la même colline, tandis que les commandants ordonnaient aux hommes de reprendre le terrain. Ils avaient déjà capturé et perdu à plusieurs reprises. Quand les consultants militaires ont contesté cette représentation, les vétérans de la bataille ont confirmé l'exactitude. Malgré sa courte sortie en salle, Hamburger Hill a trouvé des publics fidèles grâce aux locations VHS et à la TV par câble. L'historien militaire James Wilbanks a noté l'ambivalence du Pentagone envers l'écriture du film. Ils ne pouvaient pas l'attaquer sur l'exactitude. Ils firent en sorte que personne ne le voie. L'acteur Dylan McDermott a révélé que Hill 937 avait été abandonné par les forces américaines peu après leur capture, rendant les pertes vaines. Les Sentiers de la Gloire, 1957. Le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick sur la Première Guerre mondiale précède techniquement le Vietnam, mais son influence sur les films de la guerre du Vietnam le rend impossible à ignorer. Le Pentagone considérait les Sentiers de la Gloire comme dangereux, notamment parce que cela montrait comment la direction militaire pouvait sacrifier des soldats pour l'avancement personnel. Un thème qui définirait plus tard le cinéma vietnamien. Le film fut interdit sur les bases militaires américaines du monde entier jusqu'en 1974. Kirk Douglas incarne le colonel Dax, défendant 3 soldats choisis au hasard, condamnés à mort pour lâcheté, après un assaut manqué. Selon WWE en France, Kubrick dépeint sans faille l'injustice militaire et se révéla prophétique pour le Vietnam, où des incidents similaires se produisirent. Plusieurs cinéastes vietnamiens, dont Oliver Stone et Francis Ford Coppola, l'ont cité comme leur influence principale. La scène la plus accablante du film montre des généraux français ordonnant à l'artillerie de tirer sur leurs propres hommes en retraite. Alors que les responsables militaires rejetèrent cela comme fiction, des vétérans vietnamiens ont ensuite signalé des incidents de feu amis couverts par le commandement. Malgré des critiques favorables, United Artists a du mal à trouver des salles prêtes à projeter le film, craignant des boycotts militaires. La France a interdit le film jusqu'en 1975 et il demeure controversé parmi la direction militaire. Westmoreland, commandant du Vietnam, aurait fait projeter Paths of Glory pour les officiers, comme exemple d'un film qui nuit à l'efficacité militaire. Dans une ironie finale, le chef-d'œuvre de Kubrick sur l'injustice militaire pendant la Première Guerre mondiale est devenu le modèle selon lequel les cinéastes dépeindraient ensuite le Vietnam. Ces films n'étaient pas là pour divertir. Ils révélaient des vérités inconfortables. L'armée a passé des décennies à tenter de les faire taire, des incidents de tirs amis jusqu'aux crimes de guerre, des défaillances de la direction jusqu'aux vétérans abandonnés. Chaque film dévoilait une couche supplémentaire de la propagande du Pentagone. Lequel de ces films violents sur le Vietnam vous a le plus marqué? Ai-je manqué des films méritants d'être sur cette liste? Partagez vos idées. La question demeure, continuons d'autoriser la censure militaire à influencer notre vision des conflits ou avons-nous enfin appris à distinguer patriotisme et propagande?